François Asselineau, ce soir, 2 ans d'élection, de 2 ans de l'élection d'Emmanuel Macron. Quel bilan en tirez-vous? Il y a des gens qui peuvent lui accorder un bon point. Ce sont ceux qui ont contribué à lui faire élire, en lui accordant une promotion médiatique absolument extravagante pendant les 2 ans précédant l'élection présidentielle. Je rappelle qu'il ne s'était présenté à aucune élection et qu'il a eu à peu près 24 à 25% du temps de parole selon le CSA, alors que moi j'ai eu 1%. Je rappelle que j'ai été personnellement constamment brocardé parce que j'annonçais ce qui allait se passer si on restait dans l'Union européenne, mais j'étais constamment brocardé, ridiculisé. Et qu'est-ce que je disais le 21 avril 2017 sur France 2 ? Je disais que quiconque serait élu à l'Élysée et resterait dans l'Union européenne serait obligé d'appliquer les obligations découlant des rapports des grandes orientations des politiques économiques, les GOPE, imposées par la Commission européenne, c'est-à-dire la suppression de l'ISF, s'attaquer aux retraites, privatiser à outrance les services publics, fusionner les communes. Tout ça, M. Macron, excusez-moi, le fait. C'est un bon élève de l'européisme et je pense que les européistes peuvent lui accorder un satisfecit ce soir. Voilà. François Asselineau, vous vous revendiquez du gaullisme. Est-ce que vous seriez favorable à ce que, pour préserver notre modèle social, les Français soient appelés à travailler davantage ? Je ne vois pas très bien le rapport. Le problème que nous avons, puisque vous parlez de Charles de Gaulle, c'est qu'il n'aurait jamais accepté les contraintes dans lesquelles nous sommes actuellement. Vous savez ce que de Gaulle disait s'agissant de l'Europe? Il disait on ne fait pas une omelette avec des œufs durs. Voilà. C'est-à-dire que nous sommes maintenant, et je répète ce que je viens de dire, parce que ce message décidément a du mal à passer, je rappelle que le gouvernement est obligé d'appliquer les grandes orientations des politiques économiques. Il les transcrit par ce qu'on appelle le programme national de réforme. Alors, M. Lagarde, à l'instant, par exemple, s'indigne, et il a raison, d'ailleurs je m'étais indigné avant lui, il s'indigne du fait que le gouvernement a fait les poches des plus modestes avec un taux de livret A qui est inférieur, largement inférieur à l'inflation, ce qui revient en fait à avoir piqué à peu près 4 milliards d'euros dans la poche des plus modestes. C'était pas du tout la question. Non, mais je réponds quand même. Oui, mais non, mais puis vous avez dit qu'on avait le droit si les Français devaient travailler davantage. Je suis en train de répondre à mon collègue. Il fallait bien financer la suppression de l'ISF, dont M. Roussel a rappelé que ça coûtait 3,5 milliards d'euros. Parce que je rappelle que les contraintes européennes nous demandent d'abord de supprimer l'ISF et par ailleurs nous demandent de diminuer les déficits budgétaires. Voilà les raisons. Quant à la diminution du niveau de vie des Français, il découle directement de l'euro. Et ça n'est pas moi qui le dis, c'est une étude qui a été faite très sérieusement par un think tank allemand et qui a montré que depuis 20 ans, les Français ont perdu à peu près collectivement 56 000 euros par personne. Ça fait 230 euros par mois. Allez voir cette étude. Les grands bénéficiaires de l'euro, c'est l'Allemagne et les grands perdants, c'est la France et l'Italie. De l'euro, et je sais que vous y tenez. Oui, mais attendez, nous sommes pour des élections... travaille davantage ou pas? Non, mais on est pour des élections européennes. Travailler davantage, alors même que nous allons avoir bientôt l'arrivée de la robotisation, avec peut-être 15% des emplois qui vont être perdus dans les 15 ans qui viennent, alors même que nous avons 3 millions de chômeurs, il est absurde de vouloir augmenter la durée du travail. Alors François Asselineau, sur cette question des salaires qui créent du chômage selon Jean-Christophe Lagarde. Je voulais rebondir sur ce qu'avait dit Fabien Roussel, parce qu'il laissait entendre que ce serait à la libre disposition des gouvernements de faire des expérimentations. Non, l'exemple qu'il prenait du Portugal n'est pas opposable, puisque la Commission européenne fait un rapport pour les grandes orientations de politiques économiques, aussi pour le Portugal. Et la Commission européenne avait jugé que les salaires avaient été trop bas au Portugal et avait autorisé le gouvernement à le faire. Il faut savoir que si un gouvernement, quel qu'il soit, refuse d'obéir aux orientations de politique économique fixées par la Commission, nous sommes ensuite assujettis à des pénalités qui peuvent atteindre des taux très importants. C'est faux. Non, c'est tout à fait exact. C'est négocié. C'est suite aux orientations sont négociées. Vous connaissez pas vos dossiers. Je connais parfaitement mes dossiers. C'est suite notamment au six-pack. Ils sont négociés entre les gouvernements et la Commission. C'est tellement faux ce que vous dites que le gouvernement a programmé. Le gouvernement a proposé, présente le programme national de réforme et comment il obéit ainsi aux directives fixées par la Commission européenne, les recommandations. Sur ma question sur les salaires et l'augmentation du chômage, il y a un lien? Vous faites une corrélation ou pas, vous? Il est évident qu'il faut augmenter les salaires parce que les salaires sont trop bas. D'ailleurs, moi, je l'avais présenté dans mon programme présidentiel. C'est une évidence. Alors, chacun peut y aller du son montant, mais il faut effectivement un gros coup de pouce au salaire parce qu'actuellement, il y a une chose qui est certaine, c'est que les entreprises n'embaucheront jamais s'il n'y a pas de clients. Voilà.
Donc, à force d'avoir une politique récessive et malthusienne constamment, les entreprises n'ont pas de clients, elles ne vont pas embaucher. Et ce n'est pas en réduisant les charges qu'elles embaucheront s'il n'y a pas de clients. Autour de la table, faire appel à l'épargne populaire, trouver 500 milliards d'euros. Vous, sur la transition énergétique, qu'est-ce que vous proposez ? D'abord, j'ai entendu parler d'une banque du climat que nous a sorti d'un chapeau M. Macron. Ça existe déjà. Hein. C'est la Banque européenne d'investissement qui consacre déjà 25% de ses prêts justement à des installations d'économie d'énergie, d'installations d'éoliennes, d'installations de panneaux solaires, etc., etc. S'agissant de la transition énergétique, il faut le faire, effectivement. Comment ? Mais pourquoi faudrait-il être ligoté avec les pays de l'Union européenne ? Madame Anne, vous savez que la future chancelière, qui s'appelle AKK, enfin, elle est surnommée AKK, hein, Annegret Kramp-Karrenbauer, c'est la successeur future de Madame Merkel. Les Allemands, pour faire plus court, l'appellent AKK, ça fait un petit peu... Et alors, non, mais ça, vous avez un problème avec son nom, apparemment. Non, parce que ça fait un petit peu... Consonance germanique, je dis simplement que Madame AKK, comme elle est surnommée, a dit non à la taxe carbone. De même qu'elle a dit non au bouclier social. De même qu'elle applique un programme qui est le programme de l'Allemagne avant tout. Voilà ce que je dis. Et s'agissant de la transition énergétique, je voudrais souligner que le numéro 1 mondial, c'est la Suisse. C'est la petite Suisse qui est numéro 1 mondial selon la dernière étude en matière de transition énergétique. 9 millions d'habitants, la taille de Rhône-Alpes. Et la Suisse n'est ni dans l'Union européenne, ni dans l'euro, ni dans l'OTAN. Qu'est-ce que vous proposez en dehors de... Voilà. Eh bien, je propose que la France ait une politique nationale de transition énergétique, tout simplement. Et je voudrais une grande Suisse, quoi. Non, je voudrais... Mais attendez, puisque vous vous moquez de moi, Monsieur Ballas... Non, je ne moque pas de vous, je voudrais quand même lire votre prose, écrite en 2015, au sujet d'une autre Europe. Vous écriviez, avant les élections grecques, « La victoire de Syriza serait une chance pour la Grèce, l'Europe et la France ». Au niveau européen, ça permettrait de mettre fin à cette idée qu'il n'y a pas d'alternative aux politiques libérales. On est face à une hypothèse réjouissante, à un peuple souverain à la possibilité de décider de mettre fin... On est loin de la transition énergétique. Très loin de la question. De décider de mettre fin à des politiques d'austérité pour appliquer une politique de gauche sans pour autant rompre avec l'Europe. Vous voyez que vous vous êtes fait avoir, encore une fois, Monsieur Ballas. Mais François, vous voyez qu'au Portugal, excusez-moi, vous voyez qu'en Espagne, non, mais parce que concrètement, pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, François Asselineau, j'ai pas compris votre réponse. La politique que je propose, c'est une politique de développement des économies d'énergie, bien entendu, avec recours à des banques, mais je dis que le vice numéro 1, c'est d'abord d'être soumis aux politiques européennes, puisque le développement des gaz à effet de serre découle de quoi ? Découle du fait que l'on fait produire à 15 000 km la plupart de nos productions. Ça n'a rien à voir avec l'Europe. Heureusement qu'à 15 000 km, c'est pas l'Europe. La construction... Non, justement, la construction européenne est par nature anti-écologique. Sur le libre-échange. Ok, très bien. Beaucoup de choses ont été dites dans votre programme. Il y a l'idée d'interdire les OGM qui le sont déjà dans notre alimentation, mais y compris pour l'alimentation du bétail. Vous dites quoi aux agriculteurs qui nous regardent ce soir et qui utilisent justement du soja transgénique pour nourrir leurs bêtes ? Je voudrais leur dire d'abord une chose très importante, c'est qu'il n'y a pas de subvention européenne. Ce que l'on appelle les subventions européennes, c'est une arnaque. La France donne chaque année à peu près 23 milliards d'euros à l'Union européenne, les Français, sans qu'ils le sachent, hein, c'est notamment les droits de douane. Tout ça part directement à Bruxelles, sans que les Français le sachent. Et ensuite, la Commission européenne redonne à la France à peu près 15 milliards d'euros, c'est-à-dire qu'entre-temps, elle a pris 8 à 9 milliards d'euros pour ses frais de fonctionnement, pour les frais de fonctionnement de la Cour de justice, des parlements européens, et aussi pour faire des transferts de fonds vers les pays de l'Est ou vers d'autres pays. Et donc, sur la question non, attendez, laissez-moi parler. Parce que c'est la chose la plus importante. Parce que je connais beaucoup d'agriculteurs. Nous aussi, à l'UPR, on a beaucoup d'agriculteurs. Et je suis allé en voir. Et vous savez qu'il y avait 4 millions d'agriculteurs en 1960 et que désormais, il y en a moins de 400 000. Et qu'un jour sur deux, il y en a un qui se suicide. Bon, la situation, elle est absolument dramatique. Et ils disent, oui, l'Europe, c'est atroce, mais heureusement qu'elle est là parce qu'elle nous donne des subventions. Non, lorsqu'on sera sorti de l'Union européenne, on leur donnera toujours des mêmes subventions.
Mais elles iront plus de directement. marché. Laissez-moi parler. Elles n'auront plus de marché. iront directement. Dites-le aux agriculteurs. Mais attendez, la Suisse ne vend pas de produits agroalimentaires. C'est sûr que la Suisse est une grande production Oui, agroalimentaire. Nestlé, Elle est sur- Nestlé, vous ne connaissez pas Nestlé, par exemple. Oui, c'est certainement pas avec ce qu'ils produisent en Suisse que Nestlé perdure. Laissez-moi François Asselineau, parler, pour le laissez-moi Christophe parler. Lagarde, vous pourrez lui répondre. Ah, vous êtes très gêné. C'est un grand paradis fiscal. Vous êtes très gêné. Vous prenez toujours la Suisse, c'est-à-dire le paradis Laissez fiscal. François Asselineau Donc vous terminer, dites aux puis vous pourrez Français, lui répondre. il faut que François surtout les Asselineau. banques ne payent plus, les gens qui placent de l'argent ne payent plus d'impôts pour Jean-Christophe que Lagarde, s'il vous l'enfant soit plaît. heureux. D'un mot, François Asselineau, vous terminez, puis vous Vous pourrez avez vu répondre, comment M. Jean-Christophe Lagarde Lagarde. est extrêmement gêné quand on arrive au fond du sujet. C'est que non, il est très Je très remarque gêné. que vous ne répondez jamais à une il seule est très- question. Non, il est très gêné parce que la vérité, elle est là. C'est c'est qu'en pas vrai. fait, l'argent que nous donne Bruxelles, c'est notre argent dont il pique un tiers. Oui. Et ça veut dire que lorsque nous serons sortis de l'Union européenne, on donnera toujours les mêmes subventions aux agriculteurs. Mais cette fois-ci, elles n'auront pas à transiter par Ils Bruxelles. pourront plus vendre Et leurs d'ailleurs, les produits, paiements seront d'accord. beaucoup Non, plus Jean-Christophe rapides. Lagarde. Sur la Et nous nuit. pourrons bien entendu vendre les produits. Évidemment, vous croyez que les étrangers vont arrêter d'acheter, par exemple, du vin de Bordeaux, du Roquefort, du Camembert, arrêter de faire peur Oui, aux oui. Français. Ça, c'est le projet Allez, monsieur Christophe Lagarde. Je remarque que les Russes, ils ont spécifique. trouvé à acheter des fruits et Voilà. des légumes ailleurs et que ça a pénalisé pour l'instant les agriculteurs français et certainement pas, ils n'ont pas Oui, retrouvé et pour- les marchés correspondants. Et pour quelle raison? Parce Donc, qu'il y a vous eu des racontez- sanctions contre la Russie François prises Asselineau, par vous notre avez pu Union terminer, européenne. Jean-Christophe. On attend François Asselineau, dans les propositions que vient d'évoquer Gérard Leclerc, il y en a qui ont, encore une fois, votre faveur, le RIC, le RIP. Alors, d'abord, Vous n'allez pas répondre? Si, Ah, je vais super. répondre. Si, mais pourquoi je ne répondrai pas? Si. Le RIC, moi, je l'ai proposé dans mon programme depuis 2011. Le RIC en toute matière. Le RIC en toute matière, ça veut dire en particulier que les Français auraient le droit de proposer un référendum sur la sortie de l'Union européenne. Je rappelle que M. Macron, lorsqu'il s'est rendu en Angleterre en janvier 2018, interrogé par la BBC le 24 janvier, qui lui demandait mais s'il y avait un référendum en France sur le Frexit, quel en serait le résultat? Macron lui-même a dit probablement les Français voteraient pour. C'est certainement la raison pour laquelle il refuse qu'il y ait un RIC en toute matière. D'ailleurs, il y a toute une série de sujets qui ont été désormais transférés à Bruxelles et sur lesquels la France n'a plus de pouvoir. C'est pour ça que Macron ne propose pas le RIC en toute matière et qu'il veut un RIC Partagé. mais partagé. Un million de signatures. Non, attendez, 1 million de signatures, mais l'accord aussi du Parlement. Et c'est là justement que ça bloque. D'un nombre À propos parlementaire. d'ailleurs, puisqu'on en est à parler des questions institutionnelles, je voudrais quand même dire ici quelque chose. C'est que le Parlement européen, pour lequel on va avoir les élections, a très très peu de pouvoir. C'est que d'abord, nous allons élire 79 députés français sur 751. Donc vous voyez bien que l'enjeu, de toute façon, est très marginal. En plus de ça, le Parlement européen n'a pas le vrai pouvoir puisqu'il n'a même pas la possibilité de proposer, de faire des Pourquoi vous vous propositions présentez de alors? directives. Pourquoi vous vous présentez si vous Je n'êtes me pas présente député pour européen? dire ce que vous n'avez jamais fait. Parce que Ah oui. ça fait depuis 40 Bien ans. sûr. Ça fait depuis 40 ans Vous qu'on n'a présentez pas... une élection Attendez, pour un Parlement que vous ne reconnaissez pas. C'est absurde. ça fait 40 ans que nous avons des parlementaires du Parti socialiste, de l'UMP devenu LR, du Parti communiste français, des Verts. Ça fait 35 ans que nous avons des députés du Front National. Ils ont fait Merde. quoi Ah, le depuis Front tout National, ce pas temps? grand-chose. On va en parler Ils ont fait rien. Dans très peu de temps, Donc, on va la revenir raison sur ces pour laquelle questions nous européennes, voulons... François Asselineau. Ah ben, c'est un sujet important. C'est un sujet important Plus et on peut-être va que en de parler ce soir. Non, Donc, mais plus peut-être que de parler des cautères sur des jambes de bois que nous a inventé Macron pour ne pas répondre aux gilets je jaunes. ne sais pas, la question de la demande des Français savez de ce que plus voulaient les de Gilets jaunes? Ils voulaient le RIC en démocratie, toute d'égalité matière. territoriale. Non, Non, mais mais- c'est une vraie question. Enfin, je ne la prendrai pas à la légère. Les gilets jaunes, ils voulaient d'abord le RIC en toute matière. Ils ne l'ont pas. Ils voulaient la suppression de l'ISF, j'ai expliqué tout à l'heure qu'ils ne pouvaient pas l'avoir. Ils voulaient le taux de 0% de TVA sur les produits de première nécessité. On ne peut pas le leur donner puisqu'il faudrait l'unanimité sur les décisions fiscales au sein de l'Union européenne. Et enfin, ce que voudraient les Gilets jaunes, c'est également la hausse du SMIC. On en a largement parlé tout à l'heure. C'est très bien. impossible puisque, au Très bien, contraire, Roussel. l'Union européenne est en train de démanteler le SMIC. Il y a un jeu de mots sur la question Europe. On est tous européens en ce sens qu'on appartient à un continent européen avec des civilisations européennes prestigieuses, dont d'ailleurs l'une des caractéristiques essentielles, c'est à partir du XVIIe siècle d'avoir inventé l'esprit scientifique et de remettre en cause les dogmes. C'est-à-dire lorsque un dogme avait promis des choses et que ça ne marche pas, c'est que le dogme a tort. On nous a promis depuis des années et des années et des années et des années que l'Union européenne, l'euro, allait nous apporter la croissance, le plein emploi, la richesse, la paix. On constate tout le contraire.
En revanche, on constate que certains avaient fait un très bon diagnostic. Alors, d'habitude, je cite Philippe Séguin. Mais là, je vais citer un lointain prédécesseur de Fabien Roussel, Georges Marchais, lors des Allez-y, vous me faites plaisir. lors des élections européennes de 1979. C'était sa profession de foi pour les élections européennes de 1979. Et qu'est-ce que nous disait Georges Marchais? Il nous disait, ils veulent, en parlant des Européens, des européistes, que ce soit à Bruxelles ou à Bonn et non plus à Paris que se prennent les décisions essentielles concernant la vie du pays. Ils veulent intégrer l'armée française dans une force militaire européenne et atlantique. Ils ne veulent pas seulement démanteler notre économie, mais fondre notre culture nationale, nos cultures régionales dans le moule américain. Ils veulent affaiblir la France, en faire une province secondaire d'un empire dominé par l'Allemagne fédérale et les États-Unis. Nous refusons pour notre pays la perspective de ce déclin. Voilà. Alors moi, 40 ans après, rien de tout ça s'est produit. ce que je dis, c'est que actuellement, les électeurs français qui votent sur cette confusion, vous savez à quoi ils me font penser? Parce qu'ils ne se rendent pas compte de ce pourquoi ils votent quand ils votent pour la construction européenne. Ils votent en fait pour la destruction de notre pays et de notre unité nationale. En fait, les électeurs qui votent pour les partis européistes me font penser à un troupeau de dindes qui manifeste pour le réveillon de Noël. Monsieur Alors, Asselineau, Fabien- L'identité européenne, J'ai quand nos même auditeurs été- et téléspectateurs. j'ai quand On va même- avancer, on continue de parler de l'Union européenne, Non, non, François non, Asselineau. non, 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 Vous non, pourrez je ne peux répondre. pas. Mais regardez votre temps, François Asselineau, vous le gérez comme vos camarades autour de la table et on avance le débat qui continue. Voilà pour vos visions, je le disais, de ce qu'est l'identité européenne. François Asselineau, vous qui êtes pour le Frexit, que vous inspire ce chiffre? 77% des Français souhaitent le maintien dans l'Union Vous savez, européenne. ce sont des sondages. Alors les sondages... Oui, oui, ça c'est sûr. hein, les sondages. Vous savez, je vais vous raconter une histoire de sondage. D'accord, Voilà. mais Actuellement, nous, on a de nombreux témoignages, on les a même enregistrés, de l'Ipsos ou de l'IFOP, qui téléphonent et on a des adhérents de chez nous, on a 36 000 adhérents qui reçoivent des coups de fil et qui leur disent « Vous avez voté pour qui ?» En 2017, alors ils disent Asselineau. Alors l'enquêteur ou l'enquêtrice coche Asselineau. Puis après, ils disent « Vous avez voté pour qui? Pour la liste? Pour quelle liste ?» Et bien ils disent la liste UPR, dirigée par Asselineau. Ils disent « Ah ben non, on n'a pas. » Et ça, nous avons porté plainte devant la commission des sondages. Non, mais c'est très intéressant. Ok. C'est-à-dire que nous avons des On a le instituts même de problème. sondage qui, depuis des semaines et des semaines et des semaines, lorsqu'ils interrogent, Les sondages, donc. notre liste, on n'y figure pas. Et après, on est étonné de voir d'ailleurs qu'un jour elle a 1, un jour elle a 2. On se Il demande y a un comment ils complot font. contre Asselineau. C'est pas un complot, monsieur. Vous allez regarder sur notre site upr.fr ou sur nos réseaux sociaux, vous allez pouvoir voir et entendre de vos propres oreilles Mais ce que reçoivent nos Les instituts de sondage sont évidemment critiquables. En non, attendant, c'est ils vous pas avaient- évidemment critiquable. Lorsqu'ils ont toutes les listes, y compris celle de Mme Artaud, par exemple, ou de M. Poutou qui n'en a pas, mais quand nous n'y sommes pas, il y a quand même un petit problème, non? Vous ne croyez pas? Alors maintenant, je voudrais revenir sur ce qui est dit. On a encore une fois le concours Lépine, hein, de l'Europe de nos rêves. Mais vous savez ce que disent les Chinois, c'est dormir toute sa vie que de croire à ses rêves. Moi, je voudrais dire à mes compatriotes que sur les 193 États des Nations Unies, il y en a 165 qui ne sont pas dans l'Union européenne. Et la plupart d'entre eux se portent bien. Certains d'entre eux se portent très bien, notamment les 3 pays d'Europe qui ne sont pas dans l'Union européenne ni dans l'euro, que sont la Suisse, l'Islande et la Norvège. Je voudrais même dire mieux. Nous avons en France plus de 500 000 de nos compatriotes qui ne sont pas dans l'Union européenne. Ce sont nos compatriotes qui vivent en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Ils ne se portent pas plus mal que nous, je vous rassure. Et je voudrais dire encore mieux. Il y a une collectivité qui s'appelle l'île de Saint-Barthélemy, qui appartenait au département de la paradis fiscal, Guadeloupe, ça, qui appartenait au département de la Guadeloupe et fiscal. qui est sortie de l'Union européenne. Mais c'est ça qu'ils veulent. Écoutez, elle est sortie de l'Union voulez le européenne, ça n'a dompteur pas fiscal, été, social et écologique, c'est ça ça n'a que vous pas voulez. été le désastre. Donc, ce que préparent les le Anglais. problème, laissez-moi parler. Ouais, mais c'est ce que Laissez-moi préparent les Anglais. parler. Les Français ont bien compris que la construction européenne en ce moment est en train de nous mener collectivement dans le désastre, et pas seulement les Français, parce que c'est quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est que dans l'ensemble de l'Union européenne, l'idée même de construction européenne est en train de se déliter parce que c'est une utopie
et que tout, comme Quand tout vous dites les Français, c'est 23% des et que Français. comme tout... Mais non, mais ça, c'est votre sondage. Je vous ai dit que Macron, lui, en janvier 2018, allez voir la BBC. Macron a dit probablement les Français voteraient pour. Je vous rappelle qu'en fin 2004, le sondage donnait que la Constitution européenne serait rejetée par 68% des Français, serait acceptée par 68% des Français. Elle a été rejetée par 55% des Français en 2015 et née Allez, en on va 2005. avancer. Et pourtant, elle a été ensuite piétinée On va dans le vote des Français. avancer. Alors, François Asselineau, dans le programme de l'Union populaire républicaine, on peut lire « Renouer avec l'universalisme français pour mieux vivre ensemble ». Est-ce que ça veut dire qu'on doit accueillir plus que ce que Bruxelles nous demande? Là, pour le coup, vous êtes deux partisans du Frexit très différents sur ce point précisément. Parce que, le Frexit que nous proposons, c'est sortir de l'Union européenne. Or, les articles 67, 77 et 78 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, depuis le traité d'Amsterdam, ont dévolu à la Commission européenne toute la politique migratoire. Donc nous, ce que nous disons, c'est que les débats sur les questions, le débat sur les questions migratoires, en fait, sont assez vains en France sur ce sujet. J'ajoute que le Schengen est différent de l'Union européenne. Et nous, dans notre programme, nous proposons aux Français de mettre de côté sagement la question migratoire pour récupérer tous ensemble notre souveraineté nationale. Ensuite, d'avoir un grand débat national sur les questions d'immigration, dans lequel on demandera d'ailleurs au passage, est-ce que l'on est pour ou contre rester dans Schengen. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur un point. Nous avons affaire à des sujets qui sont très sérieux. Ce sont des êtres humains dont on parle. Et moi, je voudrais que l'on dise d'où viennent ces migrations récentes. Qui a démoli le régime libyen? Qui a démoli le régime irakien? Qui a tenté de démolir le régime syrien? C'est-à-dire que c'était au Moyen-Orient des pays qui s'inspiraient de la laïcité à la française, le parti Baas, qui ont été démolis par une coalition sous domination atlantiste et américaine, il faut le dire. Donc avant de jeter la pierre sur les migrants, ce qui n'est pas notre cas, ou sur ceux qui ne veulent pas d'immigrants, je voudrais déjà qu'on rétablisse la paix dans le monde, c'est-à-dire que la France se sorte de l'Union européenne qui est placée par les traités européens sous la tutelle de l'OTAN, article 42 du traité de l'Union européenne, M. Roussel. Je voudrais d'ailleurs dire que M. Roussel, je m'aperçois, Terminé. il veut sortir de l'Union européenne et de l'OTAN. Je vais vous faire transmettre un formulaire d'adhésion à l'Union populaire républicaine. D'ailleurs, il y a beaucoup d'anciens communistes qui viennent chez Allez, nous. S'il vous plaît, merci beaucoup, s'il vous plaît. Guy- Monsieur Asselineau, il vient de dire la politique européenne, l'Europe a la mission de la politique des migrations. C'est faux. Ah oui, C'est alors, faux. tiens, Elle n'a pas, en l'occurrence, elle n'a pas. pas ceci. Monsieur Philippot ne cesse de répéter. Monsieur Philippot ne cesse de répéter. Je croyais que vous aimiez être écouté. François Asselineau, fermer les frontières, ça coûte combien? Écoutez, moi, ce que je voudrais remarquer, c'est que... Attendez, s'il vous plaît, j'ai posé une question. Non, mais vous allez demander la question aussi à M. Philippot. Tiens. Très bien, je vais lui poser, moi, François oui, Asselineau. comme disait Là, j'ai Georges posé une question. Marchais, vous avez vos questions. Moi, j'ai mes Encore réponses. Non, mais si vous n'avez pas envie de répondre, enfin... Ça, c'est Georges Marchais. Oui, ça, Mais c'est vous qui allez adhérer au Parti communiste français, moi je vous le dis. Vous n'avez pas la réponse. Moi, j'ai mes réponses. Vous n'avez pas la réponse. Mais non, mais parce que c'est la bouteille à langue. Comment voulez-vous chiffrer Je sais pas combien de douaniers. la facture de ça? Combien de douaniers en plus? Comment voulez-vous chiffrer la facture de ça? Ce que je Vous ne voulais l'avez pas chiffré. Non, attendez. Vous ne l'avez pas chiffré. Vous ne l'avez pas On chiffré. a eu des douaniers et des policiers, donc on Mais connaissait le coup. nous, d'abord, la question qui devrait se poser, c'est qu'on a ici, monsieur, par exemple, Ballas, qui nous dit, voilà, il faut recréer de la solidarité européenne. Monsieur Lagarde, qui me traite de menteur parce que je cite les articles 77, 78 et 79 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui effectivement transfèrent à la Commission européenne et l'Union européenne les questions migratoires, c'est vrai. Eh bien, moi, ce que je voudrais dire, c'est que ces messieurs, comment ils vont faire très concrètement et juridiquement demain pour appliquer leur programme? Voilà, j'ai vu que M. Lagarde, il tapisse tout Paris avec des affiches sur la taxation des GAFAM, sur la fin des directives des travailleurs détachés, qu'il a approuvé en son temps, du moins le gouvernement qu'il soutenait. Comment concrètement vous allez faire que... Parce que M. Macron a voulu, par exemple, revenir sur la directive des travailleurs détachés. Eh bien, il s'est ramassé un râteau, parce que les Bulgares et les Polonais lui ont dit d'aller se faire cuire un œuf, c'est à l'unanimité. Je connais très bien le sujet, ça n'a jamais existé. D'accord. Monsieur Macron n'est pas allé en Bulgarie pour renégocier la Il n'a jamais voulu abroger la directive détachement, vous racontez des cracks. La renégocier profondément, il n'a pas obtenu ce qu'il voulait. Comment vous allez, vous, Monsieur Lagarde, faire pour renégocier cette directive des travailleurs détachés alors que Macron n'y est pas parvenu? Concrètement, vous allez faire quoi? Parce que les Français, ils en ont marre qu'on leur raconte des rapidement, bobards. parce que vous êtes en... Et François Asselineau, pour conclure. Ben, je dirais aux Français qu'ils arrêtent de voter pour toujours les mêmes partis politiques. Ça fait 40 ans qu'il y a
une élection au suffrage universel pour le Parlement européen. Et ça fait 40 ans qu'il ne se passe rien. Est-ce qu'ils vont toujours voter pour les mêmes? Ils auront les mêmes résultats. Je dis qu'il faut qu'ils votent pour l'Union populaire républicaine, le seul parti politique français qui a proposé depuis 12 ans, sans désemparer, la sortie de l'Union européenne, la sortie de l'euro, la sortie de l'OTAN. Notre mouvement politique, dont le site upr.fr est désormais le plus consulté de tous les partis politiques français, parce que nos analyses se sont révélées constamment justes et exactes. Et s'ils votent le 26 mai, il n'y a qu'un seul tour. Si nous dépassons les 5%, nous aurons 3 députés, moi-même, derrière moi, Zaman Ziwan, qui est une gilet jaune, et un peu derrière, Vincent Brousseau, qui est le meilleur expert économique en matière d'euro, puisqu'il a travaillé pendant 15 ans à la Banque Centrale Européenne, et il est l'un des meilleurs experts mondiaux de l'euro qui est en train, on n'en a pas parlé malheureusement, de nous entraîner à la faillite collective.